bonjour à tous, bonjour Sylvie, bonjour Karim. Bonjour, bonjour Philippe, bonjour Sylvie. Bonjour Karim, bonjour Philippe. Bonjour Karim, bonjour Sylvie. Bonjour Philippe, bonjour Sylvie. Bien, Bonjour. bienvenue pour ce quatrième Alter Podcast. Et comme on l'avait dit, il y a une petite surprise, c'est qu'aujourd'hui on a un invité. Ça nous fait super plaisir que tu participes, Karim. Donc c'est Karim Joutet, qui est professeur d'espagnol à Barcelone. Et Karim, je vais te laisser te présenter un peu parce que tu n'es pas que professeur d'espagnol. D'accord, bonjour. Merci beaucoup à vous deux de m'inviter dans votre podcast. Si je me souviens bien, c'est le troisième. Quatrième. C'est tout à fait ça. Quatrième, ouais. On est sur le quatrième. J'allais vous dire, j'ai écouté les deux premiers avec grande attention. Je pense qu'il y en a un troisième que j'ai loupé, que je vais écouter. Donc je vous ai écouté, c'est très très sympa et je suis hyper content d'être là avec vous. Donc moi je m'appelle Karim Joutet, je suis enseignant agrégé d'espagnol et docteur. Et je ne suis pas juste prof, j'ai créé une école d'espagnol online et à Barcelone, mais qui est surtout une école d'espagnol online qui propose un accompagnement personnalisé des élèves, donc online avec un accompagnement. Et on apprend l'espagnol de manière sérieuse, tout en s'amusant un maximum. Alors Karim, tu nous expliquais que tu es prof agrégé d'espagnol, que tu as créé l'espagnol pas à pas à Barcelone. Donc explique-nous par rapport à ta posture de formateur que tu es, d'animateur, comment est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais naturellement? D'accord. Autour du leadership. Autour du leadership, exactement. C'est le thème que m'a annoncé Oui, Philippe. tout à fait. Ouais. Avant de répondre, une petite précision. Moi, j'étais très surpris quand Philippe m'a proposé de parler de leadership. Alors, on va parler de leadership et de motivation. Motivation avec grand plaisir, et c'est un sujet. Alors, j'ai une chaîne YouTube de Espagnol Pas à Pas, et j'ai fait énormément de vidéos sur la motivation. Je fais dans mes cours online, il y a une partie sur la motivation, donc ça, c'est un sujet que je maîtrise. Leadership, quand Philippe m'en a parlé, j'ai googlisé juste après. C'est quoi leadership? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi leadership? C'est un concept qu'on ne connaît pas forcément, où on met beaucoup de choses derrière, donc j'étais assez surpris. Je me suis renseigné, je me suis préparé pour aujourd'hui. Et du coup, j'attends un peu que vous m'aidiez aussi pendant l'entretien, parce que, en effet, un prof en fait, a du leadership, j'ai l'impression, par définition, parce qu'il doit fédérer, il doit gérer un groupe, il doit s'imposer, mais en même temps, il doit se taire, il doit être présent, mais ce n'est pas le centre, il doit s'effacer. Donc voilà, juste une petite parenthèse pour dire que je pense, pour les personnes qui écoutent le podcast, ne pas hésiter à se renseigner sur ce qu'est le leadership avant de se demander si on a du leadership. Donc moi, j'ai fait une petite recherche Google, je pense avoir du leadership, mais pas l'image que j'avais du leadership. Ouais. Qu'est-ce que tu avais comme image, Karim, du leadership, Alors, avant de te renseigner? Ouais, quand Philippe m'a parlé, donc quand il m'a dit ça, moi j'avais aussitôt l'image du PDG en haut de sa tour, qui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, avec ses réunions, fais ça, personne ne parle. Je l'ai vu dans ton regard quand je t'en ai parlé. J'ai vu que tu voyais ça, oui. Et du coup, j'étais là dans la salle de classe, je fais ouais, ok. Je ne suis pas un PDG en haut de ma tour, Oui. pas du tout. Ouais, je mettrai un costard pour l'entretien si tu veux. Avec la cravate, ne pas oublier la cravate. Et surtout la cravate. La cravate. Commencer par en acheter une. Ouais. Et en fait, non, du coup, je me suis renseigné. Et en effet, après, je pense que tu as plusieurs types de leadership aussi. Et donc, quand tu es prof, quand tu es prof, tu dois avoir un certain leadership. Justement, tu as des profs qui rament un peu parce qu'ils manquent de leadership, justement. Et ce n'est pas une chose sur laquelle on forme forcément les enseignants. On est formé sur la gestion de classe, mais leadership, c'est encore différent. Dans les cours d'Espagnol Pas à Pas, le leadership ou la manière de gérer un groupe, elle se repose essentiellement sur le fait d'être présent sans être présent. Parce qu'un cours d'espagnol est réussi quand le prof se tait, parce que c'est aux élèves de parler. Donc moins tu parles et mieux le cours est réussi. Mais en même temps, le cours est réussi si toi, tu es omniprésent et si c'est toi qui tiens quand même les rênes et qui dirige, parce qu'il ne faut pas aller sur n'importe quel sujet, qui dirige et qui va dans une certaine direction. Donc, c'est un peu le défi du prof, le défi d'un leader, un peu,
je pense, hein, vous me dites si je me trompe ou vous me donnez votre avis après, mais c'est imposer quelque chose, ou en tout cas diriger quelque chose, mais en étant le moins visible possible. Ou en tout cas, sans imposer quelque chose. Donc, c'est un peu le défi d'un cours. Ouais. Oui. Alors, un peu plus fondamentalement, le leadership, c'est vrai qu'il y a plein de définitions, mais plus fondamentalement, il faut déjà parler de posture. Et ne serait-ce que posture haute, déjà, ça caractérise quand même pas mal le leadership. Après, ce que tu fais de ta posture haute, et là, tu donnes ton exemple à toi, on voit que ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fameux PDG de multinationale qui appuie sur un bouton. Il y a plein de manières différentes de transposer, d'exprimer cette posture-là. Contrairement en coaching où on est en posture basse. D'accord. Oui, On n'est absolument. jamais, voilà, on n'est jamais en posture haute quand on est en coaching. C'est justement, on est amené à ce que tu disais, Karim, hein, toi tu poses des questions, tu les fais travailler. Nous, c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients. Sauf que nous, on s'efface. Et encore plus que toi, tu peux le faire quand tu es en formation. Par exemple, avec Philippe, comme on est aussi formateur, on est en posture haute comme tu peux le faire quand nous, on est en animation de formation. Et en coaching, c'est l'inverse. Même si on a toujours notre charisme et notre leadership hein, qui est là, on s'efface par rapport à notre coaché. Ouais, je pense que nous trois, on a un point commun qui est une sorte de leadership un peu sur la collaboration, la participation de l'autre. Sauf qu'en effet, moi, quand je commence mon cours, je sais le début et je sais la fin. Et Oui. vous, quand vous posez Ouais. des questions, en fait, c'est l'autre qui décide peut-être dans quel sens il va. Alors que moi, un peu, mais j'ai mes textes à passer. Je Eh peux oui, pas changer de sujet. On a un sujet de cours et on le fait du début à la fin. Ouais. oui. Sans pour autant l'imposer trop violemment, parce que sinon, ça peut être rejeté. Ok, très bien. Par rapport au leadership, est-ce que tu dirais, comment tu le décrirais, toi, ton leadership? Comment tu pourrais l'expliquer avec tout simplement, est-ce que tu dirais que c'est naturel, pas naturel? Est-ce que tu dois t'obliger à faire quelque chose? Donne-moi ton avis, Karim. Je reviens voir ton avis sur ce sujet. Merci pour cette question facile. J'adore poser des questions. Tu sais, en coaching, on pose plein de questions qui sont pas simples, hein, Ah, ouais, ouais, ouais. mais on a besoin de réponses. Donc, Oui, oui. Là, on fait du brainstorming, donc mes questions, enfin mes réponses seront peut-être modifiées et c'est un peu à chaud. Mais c'est vrai que par exemple, quand Philippe m'a parlé de leadership, aussitôt je me suis dit que j'en avais pas. Et aussitôt je me suis dit c'est pas moi et c'est pas ma position. Et... Donc je pense que moi mon leadership est avec du recul et j'en ai parlé aussi à gauche et à droite. Donc je pense que j'ai du leadership, mais c'est un leadership qui est plus collaboratif et plus pas dans l'imposition, mais dans moi je demande de l'aide. C'est un peu ça ma manière la manière de faire. Ouais. Ouais, d'accord. Donc je suis président d'une association. Donc j'ai une équipe. On est une équipe, mais c'est vrai que c'est moi qui dirige un peu dans certaines situations. Et en classe, c'est pareil aussi, c'est moi qui dois diriger, mais je me sens pas comme un dirigeant. Je suis là plutôt à solliciter les autres, à demander de l'aide dans le cadre associatif ou à demander une participation dans le cadre du cours. Donc c'est plutôt un leadership, voilà, plutôt comme un pacte avec l'autre. Et si l'autre avance pas, moi j'avance pas, je le sais. Et en même temps, si moi je suis pas là, je sais que l'autre avance pas. Donc c'est plus vraiment collaboratif. Et en cours, par exemple, quand je donne cours et que ça réagit pas de l'autre côté, là, je m'arrête et je leur dis je fais pas le cours tout seul. D'accord. Si vous ne participez pas, si vous n'êtes pas là, bah après je suis avec des adultes en ce moment, donc ça arrive peu, mais c'est vrai que parfois le cours de 17h30, 18h, ils sont pas... Ils sont fatigués. Ils attendent un peu que je fasse le cours, et moi je m'arrête tout de suite et je dis non, là il faut, sinon je vous lance un film, il faut que vous participiez, donc c'est vraiment participatif, collaboratif. Ouais. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis, Karim, parce que dans tes réponses, en fait, Philippe, tu me diras si tu es d'accord ou pas, on entend ce leadership pour moi qui est quelque part naturel, que toi tu ne reconnais pas. Que toi tu n'as pas reconnu, parce que tu ne te vois pas comme ça. Même si tu es très participatif, collaboratif, comme tu le dis, moi j'entends autre chose. J'entends un leadership naturel parce que tu sais cadrer, tu sais orienter, tu sais diriger, tu sais être collaboratif, mais tu t'imposes naturellement avec
avec de la bienveillance. Voilà, c'est ce que j'entends. Mhm. Donc, c'est normal que toi, tu te dises, je me reconnaisse pas en tant que leader parce que je me vois pas comme ça. Bah, en fait, c'est souvent les leaders naturels ne l'ont pas forcément en tête, en fait. Mhm. Ne le savent pas forcément. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on est super content que tu aies accepté et qu'on voulait te proposer. C'est qu'il nous a bien semblé que tu sais ce que tu veux. Alors, t'en parlais aussi dans le cadre des cours, mais même dans le cadre de l'association, par rapport à des actions. Tu sais ce que tu veux. Donc, principe de base, j'ai envie de dire fonction de base du leader, c'est de savoir ce qu'il veut, où il veut aller, et tu sais comment y aller. Et là, tu viens de décrire, en fait, par le menu, un peu, différentes méthodes ou différentes, voilà, qui construisent ta philosophie de la manière d'arriver à ce que tu veux. Donc, il y a en effet tous les ingrédients. Et je te rejoins quand je t'avais parlé de leadership. En effet, j'ai bien vu que il y a eu comme, il y a eu comme une petite botte de foin qui a traversé la pièce. C'était un peu curieux. Et j'étais peut-être aussi étonné. J'étais peut-être aussi étonné que tu sois étonné que toi, que je te parle de leadership. Voilà. Complètement. Ouais. Ouais. Et il y a une chose qui fait partie du leader aussi, je pense, que je fais très naturellement, mais plus par fun et par bienveillance, ou parce que aussi j'aime pas être seul et j'ai besoin toujours du groupe. Et du coup, mais j'aime pas non plus être dirigé par le groupe, donc il y a peut-être de ça aussi. La capacité à fédérer. Et ça, alors ça, je le vois pas forcément dans ma salle de classe, plutôt dans le milieu associatif. En tant que président d'association, là, je pense déjà à la suite, parce que c'est une association, tu es élu pour 4 ans, et c'est pas 5, un président d'association ou une présidente reste 30 ans à la tête d'une association, je pense. Donc, je pense déjà, moi, à la suite. Je prépare la suite où j'y pense, parce que j'y serai pas dans 5 ans, je le sais. Et du coup, quand j'observe un peu les bénévoles, les copains, je regarde un peu. Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis, c'est dommage, cette personne, elle a tout, sauf que elle fédère pas. Et en fait, et quand je vois que cette personne ne fédère pas, je me dis, je pourrais même pas lui demander de le faire, ou lui dire, attention, il faut que tu penses à dire aux autres de venir avec toi, ou à faire que les autres viennent avec toi, même si cette personne veut, parfois les autres ne veulent pas aller avec elle. Donc fédérer, je pense que c'est aussi très très important, et c'est quelque chose qui doit s'apprendre et se travailler, mais c'est aussi peut-être, je pense, la chose la plus difficile à faire. Fédérer les autres, ça s'apprend peut-être, mais... Est-ce que tu le fais naturellement, toi, Karim ? Je pense, j'ai un caractère dépendant du groupe. Tu vois, là, je suis seul ce week-end. Je vais beaucoup sortir. Je ne vais pas rester à la maison longtemps. J'ai un caractère qui dépend du groupe. Mais en même temps, je suis assez indépendant et j'aime pas dépendre des décisions des autres. Donc, je le fais assez naturellement de lancer une idée, de réunir autour de moi et de partir pas seul avec l'idée que j'ai. Très bien. Alors, ça tombe bien que tu dises ça parce que tu vas nous expliquer, comme tu as une association aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle déjà et comment ton rôle de leader, en fait, comment tu œuvres dans cette association pour que les gens, justement, soient fédérés, comme tu disais. Et après, on va te demander tes leviers de motivation. C'est quoi pour les amener à avancer ? Explique-nous un peu. Pardon, si tu peux enregistrer la question de Sylvie et du coup juste nous parler un tout petit peu plus de l'association. J'ai une très bonne mémoire, là, je suis déjà... Sinon on te la répétera, mais en même temps, voilà, présenter un petit peu l'association. Présente l'association, ouais. D'accord. Donc, en effet, je suis prof d'espagnol avec cette école online. Parallèlement, de mon temps libre, pendant mon temps libre, je suis bénévole, avant toute chose, bénévole dans une association qui s'appelle Barcelone Accueil, qui a pour mission principale d'accueillir les Français francophones et francophiles qui arrivent à Barcelone ou qui vivent à Barcelone et qui veulent se regrouper, se retrouver. Et puis, on propose aussi d'être un pont avec la société d'accueil, donc en aidant à l'installation, en créant du contact avec des associations locales, des choses comme ça. Donc, c'est une association à but non lucratif dont la mission première est d'accueillir. D'accord. Et puis, quand on est un groupe de copains, eh bien, on va vers des associations caritatives, donc on fait des activités caritatives. On va vers des associations sportives, on fait du sport. Donc, c'est un peu tout ça. Et c'est une association très ancienne. Ouais, alors c'est 1884, je crois. Ah oui, ouais. Effectivement. Ouais. Et toi, tu es président de cette association, c'est ça ? Oui, donc je suis entré en simple bénévole.
Après, j'ai intégré le comité directeur, j'ai été secrétaire. Et depuis juillet, depuis 2 ans, 1 an et demi, Ouais. je suis président de l'association. Ouais. D'accord. Il y a combien de personnes dans cette association On est dont à toi tu 100, t'occupes, hein? ouais. On est à 100, 160, 170 cotisations, donc famille, Ouais. et en bénévole, une trentaine de bénévoles, je dirais. D'accord. 30-40 Ok. bénévoles. Ouais. Donc ces bénévoles, c'est toi qui les gères, c'est ça, si je comprends bien. Alors, c'est du bénévolat. Oui. Donc, je les reçois. Mhm. Quand ils partent, je les Ouais. regarde partir. Mais en effet, je suis un peu président d'une association, c'est assez ambigu, mais déjà, je suis responsable légal de l'association. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on va chercher le président. Donc, je suis le responsable légal. Donc, tout de suite, tu te forces aussi à gérer, à aller voir un peu partout, sans tout diriger, mais tu vas voir un peu tout ce qui se passe. Et puis quand il y a un partenaire, on est en lien avec le consulat, l'Institut français, ils veulent faire des choses. C'est moi qui viens de voir en premier, et puis je donne le message à l'équipe, et puis on voit ensemble on va où, et puis je retourne vers les institutions. Et la question, c'était, je crois, comment motiver les gens. Non. Alors déjà, comment toi tu assois ta posture de leader dans cette association? Parce que comme tu n'as que des bénévoles, ils ne sont pas salariés d'une entreprise, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais comme tu le fais déjà dans ta fonction de formateur, d'animateur, voilà, moi je voudrais savoir comment tu transposes en fait ce que tu sais déjà dans cette association. Il y a une chose qui est importante, et là je pense aussi au rôle de prof, c'est qu'il faut savoir écouter. Alors il faut savoir écouter. Si tu ne sais pas écouter, t'es cramé tout de suite. En tant que prof surtout, en tant que prof, si tu ne sais pas écouter, ton cours est catastrophique. En tant que président d'association aussi, il faut savoir écouter. C'est très 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 important d'écouter. Écouter, et il y a deux leviers de communication. Il y a deux niveaux de communication. Et en cours, c'est pareil. Il faut communiquer, et encore plus en association, il faut communiquer avec l'individu et communiquer avec le groupe. Et c'est pas la même chose. Si tu communiques qu'avec le groupe, tu perds l'individu, et tu gères pas en bénévolat, tu gères pas soit les susceptibilités, soit les volontés personnelles qui font que les gens sont là. En cours, c'est la motivation personnelle, tu ne repères pas des pertes de motivation, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment être en communication individuelle pour respecter la personne, comprendre ce que veut la personne et comprendre le rôle qu'elle va avoir dans le groupe et l'intégrer dans le groupe et essayer de respecter ce rôle qu'elle veut. Et en même temps, il ne faut pas rester que sur la communication personnelle, individuelle, parce qu'il faut, prof ou président d'association, tu as un groupe à gérer, il faut que le groupe avance. Et de temps en temps, il faut savoir demander à une personne de se taire un peu, de prendre un petit peu moins de place au sein du groupe, aller chercher la personne qui est sous l'eau, que plus personne que tu as oublié, puis aller la chercher avant qu'elle coule au fond, puis que tu la vois plus. Ça, c'est une chose qui est que je fais constamment. Tu vois, par exemple, il y a une bénévole qui est partie pendant 4 mois en voyage, qui est hyper active quand elle est là. Et en même temps, quand elle n'est pas là, elle est hyper inactive parce qu'elle ne s'investit pas à distance et c'est très difficile. Mais quand elle est là, elle donne énormément de son temps. Et là, elle revient ce week-end d'un grand voyage. Et elle m'a écrit, elle ne m'a pas demandé à ce qu'on se voit, mais elle m'a dit je suis revenue, il faudra que tu m'expliques les projets. Et ben là, aussitôt, relation individuelle, on se prend un café la semaine prochaine et puis je vois, faut prendre le temps d'écouter l'individu. Ouais. Alors, ce que tu présentes, c'est intéressant parce que c'est exactement les fonctions d'un manager. Alors, encore une fois, on peut voir schématiquement le leader comme un manager plus parce qu'il a aussi un certain pouvoir supplémentaire. Bon. Mais c'est exactement les fonctions managériales. Et notamment en termes de communication, on en avait parlé un peu avec Sylvie sur l'assertivité. Ça, c'est un rapport entre deux personnes et la capacité ensuite, au-delà de ça, à parler à plusieurs personnes en groupe. Enfin, tu le décris super bien, Karim. Okay. Et tu me parlais d'écoute, Karim, mais ce que j'entends de ce que tu dis, dis-moi si je me trompe, mais tu es également énormément dans l'observation. Oui, pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, observer, écouter, tu dis que c'est la même chose pour toi?
Ça va avec ou ça va ensemble peut-être? Pour moi, ça va ensemble, parce que j'écoute D'accord. pour... non, enfin, c'est pas la même chose, mais j'écoute pour anticiper les choses. Et en même temps, évidemment, ouais, il faut énormément observer, surtout en tant que prof. À un moment donné, il faut aussi... tu fais partie du groupe, Ouais. encore plus en tant que bénévole, mais en tant que prof, tu fais partie du groupe. Il ne faut pas te dire que c'est ta classe et toi, tu es intégré dans la classe, il y a de l'interaction. Et en même temps, de temps en temps, il faut avoir un peu... faut savoir observer, comme tu dis. Donc, comme si tu sortais de la classe ou tu te mettais de l'autre côté de la fenêtre et tu regardais ta classe en sachant que tu es toujours dans la classe. Et qu'il faut savoir observer et regarder comment ça se passe au sein du groupe. Ouais, tu dois gérer les différents niveaux de lecture et savoir lequel utiliser au bon moment, savoir à quel moment prendre par une lecture de distance par rapport à ce que tu fais et comment se passe le cours, être capable d'avoir un niveau de lecture précis sur une personne, avoir une attention précise et l'attention du groupe en faisant partie du groupe. Intéressant, ça nous donne vraiment ces 3 niveaux. Ouais. Et écouter, observer. Après, il ne faut pas non plus donner l'impression qu'un prof ne fait qu'écouter. Il faut aussi savoir se mettre en avant, il faut aussi rentrer dans le truc, il faut prendre sa place. C'est vrai, il faut s'effacer un maximum, mais tu es effacé, mais tu es quand même présent. Et il faut assumer sa place. Parce que souvent, j'ai vu des collègues, ou moi en tant qu'élève, ou en rentrant dans une formation, des moments où la personne qui doit avoir cette place de ce que vous appelez leader, que je peux appeler prof ou président d'asso, des personnes qui ne prennent pas forcément cette place. Et en fait, si tu ne prends pas la place, il ne faut pas être juste dans l'observation et dans l'écoute. À un moment donné, il faut trancher, il faut prendre la parole, il faut un peu rentrer dans le truc, demander des personnes de se mettre en retrait, aller chercher les autres. Donc, il faut écouter, observer, puis aussi pas hésiter à aller au front. Il y a aussi cette image de la personne qui va au front. Ouais. C'est parce que je reviens sur la question de la posture. En fait, ça l'illustre bien. Tu es dans tel poste, dans telle fonction qui nécessite du leadership. Ça veut dire que automatiquement, les autres personnes attendent de toi d'avoir donc quelque part ce leadership. Et donc, c'est une attente. Et s'il n'y a pas, y a pas ce leadership ou le fait d'imposer ou d'accepter d'incarner cette fonction-là, en effet, ça pose une difficulté. Il faut aussi assumer la fonction. Ouais. Alors, en tant que prof, moi, je l'assume très facilement parce que je suis prof. Par exemple, en tant que président d'association, pour moi, je suis bénévole avant tout, avant d'être président. Parce que... mais c'est vrai que je suis président. Et par exemple, il y a une personne qui m'appelle tout le temps chef. C'est une bénévole. Et elle a un tic de langage. Je pense que elle a fait beaucoup d'associatifs. Et je pense qu'à chaque fois, elle appelle les présidents chefs. Et la première fois je la connais depuis 1 an, pas plus. Et la première fois qu'elle est bon, chef, tu cherches, elle parle de qui? Et parce pour elle, l'association, elle a hiérarchisé, était au-dessus, et était le chef. Et il faut assumer ce rôle de chef. Si l'autre a besoin d'un rôle de chef ou te considère comme chef. C'est peut-être qu'une question de terme qui nous convient, parce que, comme tu le disais, tu es représentant légal. Donc, au final, si quelque chose risque d'être un peu risqué ou quoi, toi, avec ta responsabilité, tu as aussi le rôle de chef si ça va trop loin, s'il y a un problème. Non, ça, on ne le fait pas. Donc, finalement, c'est plutôt une question… tu me dis ce que tu en penses, hein, Karim, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une question de terme. Est-ce que je me sens chef ou pas? Est-ce que je peux l'appeler comme ça? Mais dans la réalité, ce que tu décris, c'est le rôle du chef. Ah ouais, mais je pense que c'est une question de perception aussi. Comment tu te perçois, toi, dans le groupe? Parce que je ne me sens pas du tout chef, mais c'est sûr que s'il y a des moments où quelqu'un vient me proposer quelque chose, je dis c'est pas possible, et la personne insiste et je lui rappelle que c'est moi donc là, tu as un peu un rapport de force et tu sais que c'est toi qui as les rênes, donc tu rappelles à la personne. Donc je sais que j'ai cette casquette, mais c'est aussi une question de perception. C'est comment toi tu te perçois. Et et cette personne me perçoit vraiment comme le décideur. Et moi, je vois les autres, je vois que c'est le groupe qui décide. Donc, il y a une question de perception aussi là-dedans. Et quelles difficultés tu peux rencontrer dans cette posture? Justement, le fait que tu te vois en tant que bénévole, mais aussi en tant que responsable de cette assoce. Alors, côté associatif, le manque de fun. Que j'ai pas côté prof, mais c'est encore 2 postures différentes.
Côté associatif, tu fais du bénévolat pour donner de ton temps et avoir du fun. Et puis, pas forcément avoir que du fun, parce que quand il y a des aspects de l'associatif, tu donnes de ton temps pour les autres et tu sais que ça va pas être 100% drôle. Mais quand tu es président, il y a toute une partie vraiment pas fun que tu te prends parce que ça fait partie de ton rôle et qui est plus facile à assumer en tant que prof. Ouais. Tu l'assumes plus facilement quand tu es prof parce que c'est ton rôle, en gros, c'est ça que tu me dis? Oui, et puis oui, ouais. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas le côté bénévolat qui fait que. Mais c'est vrai qu'il y a. Quand tu es responsable d'un truc, même si tu as envie de fun, tu as envie de t'amuser encore aussi, tu es obligé d'être responsable. Et tu es obligé d'avoir les pieds sur terre, tu es obligé de te dire il faut que j'anticipe le pire. Là, par exemple, il y a une bénévole qui est venue me voir qui voulait on veut faire un événement pour rassembler tout le monde. Et elle me dit, bah super, moi j'achète il y a des barbecues publics, j'achète de la viande, on va sur le truc, ce sera génial. Tout le monde dit oui. Et moi je dis non, parce que si la viande n'est pas bonne et que tu as une personne qui tombe malade, qui est pire décède, et si dans le pire des cas, ça nous retombe dessus. Et tu es la seule personne qui pense au pire, tu vois. Quand ils sont tous dans le kiff, toi tu es le gars qui dit, bah non, parce qu'il y a quelqu'un qui peut tomber vraiment malade, et puis... Et c'est toi, c'est ton rôle d'anticiper le pire. Donc ça, c'est le côté un peu pas fun. C'est le côté que tu préfères le moins, j'ai l'impression. Ouais, même en tant que prof ou entrepreneur, après, il faut le faire. Il faut avoir les pieds sur terre et se dire que le projet est super, mais il faut se dire qu'on peut se faire attaquer, que ça peut être horrible, il peut y avoir des choses horribles qui peuvent nous tomber dessus. Il faut aussi anticiper, être responsable. Ouais. Ok. Alors, ton expérience là par rapport à cet événement que les personnes voulaient acheter de la viande que toi tu voulais pas parce que tu t'es dit mon Dieu, s'il y en a quelqu'un qui tombe malade, comment tu as fait pour continuer à les motiver ces personnes? Parce que vous êtes juste le rabat-joie voilà, qui casse les pattes aux gens qui ont envie de faire quelque chose, quoi. C'est ça. Relou, le vieux relou, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, j'aime pas être vieux, j'aime pas être relou. Alors, j'ai pas pris la position du vieux relou. Mais tu n'es pas vieux, tu n'es pas relou, Karim. C'est juste ton rôle de leader. Voilà, donc là, tu l'as pris. Comment tu les motives après, ces personnes-là? Ça revient à ce qu'on a dit au début. Une chose que j'avais pas conscience avant de m'intéresser au leadership, j'ai été dans une posture collaborative. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution. Tout le monde est très content de la solution. Mais ils ont proposé ça parce qu'ils avaient envie de faire un pique-nique champêtre. Moi, j'adore l'idée avec les copains, j'adore faire des pique-niques un peu à la campagne. J'ai vu le côté sombre de l'histoire. Et donc, je suis resté j'ai fait des contre-propositions où je suis resté dans le truc en disant, moi aussi, j'ai envie de faire ça, c'est super, c'est fun, on pourrait faire ça, c'est génial comme idée. Mais si tu as le petit papy qui tombe gravement malade le lendemain, il se passe quoi? Et là, la personne se dit, ouais, c'est vrai. Et du coup, je leur ai dit, et une chose, on a cherché ensemble et j'ai une autre personne à proposer de faire exactement la même chose, sauf que au lieu que ce soit nous qui apportions la viande, on va aller dans un endroit, un bar de plage, un endroit où on ne s'occupe de rien et on se fait servir. Ce sera peut-être un peu plus cher, l'association peut aider, mais au moins on garde le même concept, on enlève le côté risque. Okay. D'accord. Donc celui qui meurt, heureusement, ce sera de la faute du restaurateur. Du coup, c'est une autre faute. C'est ça. C'est enlever le côté responsabilité. Ouais. Non, puis il y a plus de risques que d'emmener toute la viande dans ta glacière et de le balancer au soleil sur un barbecue, plutôt qu'avec les professionnels de la restauration et se faire servir. Ouais. Donc là encore, un côté participatif, collaboratif. Je n'ai pas dit non, on fera ça. Non, est-ce que vous préférez? Et quand je crois avoir proposé le changuito et en avoir entendu parler avant d'une autre personne, et le changuito c'est un bar de plage en Espagne, et quand j'ai proposé le bar de plage, ça a pris. Du coup, je me suis dit génial, on y va. Et si ça n'avait pas pris, j'aurais dit ok, tu veux pas de ma proposition, je veux pas de la tienne, ben, on va trouver une autre, on va faire autre chose, on va partir sur autre chose. Ok, donc ça c'est ta façon de fonctionner. On va dire que tu le fais naturellement, c'est quelque chose que tu aimes faire. En tous les cas, tu es un leader participatif, collaboratif. Ça, on a bien entendu. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner où justement ça a été beaucoup plus compliqué pour toi et tu as dû t'imposer différemment que ce que tu sais faire habituellement, on va dire, où tu as dû changer ta posture? Ou sortir d'une zone plus connue, peut-être plus confortable.
Par On exemple, veut du trash. Pardon. On veut du trash. Ne dis pas que t'as noyé quelqu'un. Non, non, non. Euh, je vais donner l'exemple dont on avait parlé, Philippe, de la personne. Un exemple où il faut gérer le groupe. Et enfin, c'est pas une horreur, mais tu as un truc qui t'arrive et tu es en mode mon cours était super préparé, ça devait bien se passer, il y a cette horreur qui se passe. Par exemple, là, c'est un côté prof, une nouvelle élève qui vient découvrir le cours. C'est la première et dernière fois que ça m'est arrivé. Mais une élève qui vient et qui veut découvrir le cours, qui rentre et qui s'installe et le cours commence, et en fait, la personne est hyper désagréable, sans être vulgaire ou sans être agressive, mais quand même hyper désagréable. Et elle est assise dans ta salle de classe, il faut que le cours se passe, et il faut que tu gères le groupe. Et du coup, là, responsabilité, c'est eux qui font le cours, mais c'est toi qui gères le groupe et quand il se passe un truc, ils te regardent parce qu'ils attendent ta réaction. Et là, ça n'a pas été facile. J'ai pas passé, le cours a duré 1h30, c'était long. Quand tu dis elle était hyper désagréable, c'était quoi exactement? Si tu peux nous raconter, hein, sinon. Oui. Bah, cette personne ne faisait que parler, savait pas se taire, savait pas écouter les autres, faisait des remarques sur l'accent d'une personne, faisait des remarques personnelles. Sympa, quoi. Ouais, faisait du bruit avec son stylo tout le temps, on lui demande d'arrêter, elle arrête, ensuite elle le refaisait. Des trucs hyper enfantins. Elle se croyait un peu supérieure, elle était surtout. Dans la salle de classe, il y a une énorme bienveillance et il n'y a aucun jugement. Et dès que quelqu'un émet un jugement, quelque chose de malveillant, je recadre aussitôt, je ne dis surtout pas que les gens se sentent cool. Et elle, dès qu'elle ouvrait la parole, dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était un truc un peu malveillant, pas très sain. Pas très sain. Et à gérer, ça a été très très compliqué. Là, pour le coup, ça a été très compliqué. J'ai dû attendre, je ne lui ai pas demandé de sortir évidemment, parce qu'il n'y avait pas non plus, elle n'était pas complètement hystérique, c'est juste qu'elle était méchante et elle avait une mauvaise attitude. Donc on a dû attendre la fin du cours, tant bien que mal. Moi, je me souviens avoir été hyper, vraiment déstabilisé, en mode j'en peux plus. Et je suis sorti de la classe, j'ai dit je vais aux toilettes 2 minutes, et je suis sorti juste pour souffler, parce que c'était une horreur. Et je suis rentré, je suis retourné. Mais il a fallu gérer, ça a été compliqué. Ouais. D'accord. Et tu lui as dit quelque chose après le cours ou tu l'as prise en aparté ou pas? Non, je l'ai bloqué sur WhatsApp. J'ai changé l'heure du cours. Et puis ça s'est super bien passé. Non, j'ai attendu la fin du cours. Déjà, je ne savais pas à quel degré elle dérangeait les autres. Et je ne savais pas à quel degré elle pouvait se remettre en question. Donc à la fin du cours, j'ai laissé les gens partir. C'est un cours de 5 élèves. J'ai appelé les 4 élèves dans la voiture le soir même, juste après le cours, pour savoir leur ressenti, comment ça s'était passé. Tout le monde m'a dit c'est une horreur. Certains m'ont dit je ne reviens pas si elle reste. Ah oui. Ouais, un peu compliqué. Et même moi, je n'avais pas du tout envie de continuer le cours. Enfin, ça changeait pas du tout. Et j'ai appelé cette personne. Là, j'ai pas eu une attitude frontale à lui dire si c'est irrespectueux. Donc, je lui ai demandé comment s'est passé le cours. Je lui ai demandé à cette personne, donc un peu problématique, comment s'est passé son cours à elle, de son point de vue. Donc, elle m'a dit que c'était pas parfait, ce que j'ai acquiescé. Et je lui ai simplement dit, de manière assez diplomatique, que le cours n'était pas adapté pour elle, ce qui était vrai. Et que ce n'était pas adapté ni à son profil, ni à son niveau, et qu'il valait mieux qu'elle trouve une école plus adaptée à ses attentes. Ok. Ouais. Donc, quelque part, tu as gardé ta bienveillance, mais tu t'en es quand même débarrassé. Donc, tu as quand même réussi. Voilà, tu as quand même réussi à imposer ce que tu voulais réellement, sans forcément lui dire frontalement. N'importe quel prof l'aurait exclu. Dans le secondaire, je l'aurais exclu de la classe. J'aurais dû l'exclure. Là, c'est des adultes, tu n'exclus pas. Enfin, tu peux exclure, tu peux demander à quelqu'un de partir, mais c'est pas la même, c'est pas pareil. Et donc là, d'un point de vue attitude du prof, un élément malveillant, tu dois l'exclure du groupe si tu veux que le cours continue, c'est les autres qui n'auront plus participé. Et en effet, j'aurais été incapable de lui rentrer dedans. Enfin, j'aurais pu, mais c'était pas du tout c'est pas dans ma manière d'être de lui rentrer dedans, dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, t'as fait ça, pour qui tu te prends, ça c'est pas possible et ça non plus. C'était l'écouter elle en premier me dire qu'elle n'était pas à l'aise
et en conclure que le groupe non plus, moi non plus. Donc, si personne n'est à l'aise, autant ne pas continuer. Et j'ai trouvé des petites choses d'un point de vue purement linguistique. Elle était bilingue d'Amérique latine, elle voulait apprendre l'espagnol en France. Il fallait mieux qu'elle aille avec un groupe de non-francophones. Donc, j'ai aussi trouvé des choses rationnelles d'un point de vue linguistique. Ok, super. Comment tu as vécu, toi, d'un point de vue de ta posture de leader, comment tu as vécu comment tu vis généralement ta posture entre guillemets, de chef, hein, même si tu n'aimes pas ce mot-là, de leader, on va dire. Est-ce que pour toi, tu dirais, voilà, c'est aujourd'hui, comment tu te sens, en gros? Par rapport à cette histoire ou de... Cette histoire et en général. Par rapport à la posture de chef, de leader. Oui, de chef. Ouais, là, avec vous, c'est la première fois que je m'arrête sur le concept de leadership et de ce qu'est un leader, comment gérer une équipe, non, mais que je me pose la question du leadership. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment plusieurs types de leadership et que mon leadership n'est pas imposant et vraiment, comme on disait, collaboratif. Et je suis à l'aise avec ça. Mais est-ce qu'il est efficace? C'est peut-être encore plus important qu'il soit imposant ou pas. Est-ce qu'il est efficace selon toi? Ouais, il est hyper efficace. Ouais, en toute modestie. En toute modestie. Mais, encore, ça dépend ce qu'on appelle leadership. Mais si c'est regrouper, fédérer, donner un sens à un groupe et une direction, je le fais assez facilement. Et j'adore faire ça. Et je le fais assez facilement. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait que tu fasses ce podcast avec nous. Je pense qu'on va conclure. On est quoi? On est à 35-40 minutes. Donc, c'était, voilà, tu nous as présenté un petit peu ce qu'on attendait. On nous donnera beaucoup plus de détails que ce qu'on avait. C'était super intéressant. On n'en attendait pas moins. Sylvie, un petit mot pour conclure? Oui, je dirais que j'étais ravie de rencontrer Karim. Merci Karim, en fait, en tous les cas, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je dirais que Karim, il a une autorité naturelle. Voilà, si je peux conclure le mot de la fin, il a un leadership naturel et une autorité naturelle. Et c'est ce qui fait que les gens le suivent parce qu'il est fédérateur, collaboratif. Voilà, tout ce qu'on peut aimer d'un leader et qu'il s'impose quand il le faut. Voilà, exactement. Merci. Est-ce que j'ai bien résumé, Karim? Est-ce que tu es un peu plus au clair avec maintenant qui tu es? Attends, c'est super drôle parce que tu viens de dire tu as dit exactement la même phrase que mon inspectrice d'espagnol m'a dit quand elle a inspecté mes cours, mais il y a 10 ans, quand je commençais à être prof. Parce que quand tu passes le CAPES ou l'agrégation, tu fais un an de stage, et à la fin de ton année de stage, tu as une inspectrice ou un inspecteur qui vient voir tes cours pour savoir si tu es complètement dingue ou si tu peux avoir une classe d'adolescents avec toi et continuer. Et il y avait cette... et ça m'avait... je me souviens que pareil, je n'avais pas trop apprécié le commentaire. Enfin, elle avait dit autorité naturelle, et pareil, ça m'avait un petit peu... j'avais un petit peu tiqué dessus. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux de m'avoir invité. C'est un moment super sympa. J'adore ce que vous faites. Merci Karim, c'est gentil. Votre début. Donc je vais rester hyper connecté. Je vais être là tous les samedis matin à 10h sur mon téléphone. Et je vous remercie parce que vous m'avez permis de réfléchir sur des choses sur lesquelles je ne m'arrête pas forcément. Donc, et c'est peut-être ça le rôle du coach, je crois. Même si je n'y connais pas grand-chose. Tu as tout à fait compris, Karim. C'est ça le rôle du coach, c'est de se poser des questions, se faire poser des questions et trouver des éléments de sa personnalité. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. En tous les cas, on te remercie. Merci beaucoup. Merci pour le coaching. Merci beaucoup, Karim. Merci, Sylvie. Et puis, la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Ciao.